Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, de la sinusoïde à l'ordinateur quantique. On va partir d'une question qui a l'air toute simple, mais qui va nous emmener très très loin. Ah oui, bien. La fonction d'onde d'un photon, cette particule de lumière, est-elle sinusoïdale? C'est une excellente question de départ. Les sources qu'on a sous les yeux nous proposent un voyage assez fou, bien au-delà de cette simple vague. C'est le moins qu'on puisse dire. On va commencer par la nature même de la lumière, pour glisser vers la façon dont on pourrait s'en servir pour construire les ordinateurs du futur. Et même plus loin, j'ai vu. Et on finira par se demander si notre univers tout entier n'est pas le résultat d'un gigantesque calcul. L'idée, c'est de rendre tout ça compréhensible. On va tirer le fil de cette fameuse sinusoïde pour découvrir qu'elle cache un monde de probabilités, d'interférences. Et une nouvelle façon de voir l'information elle-même. Alors, allons-y. Ce photon, c'est vraiment une petite vague bien sage. Pas tout à fait. La première image qu'on a tous en tête, c'est celle du photon comme une petite bille qui se déplace en serpentant. Oui, l'image d'Épinal. En physique classique, on nous parle bien d'une onde électromagnétique souvent dessinée comme une sinusoïde. Mais j'ai l'impression qu'en mécanique quantique, la fonction d'onde, c'est quelque chose de beaucoup plus étrange. C'est ça qui déroute au début. On doit abandonner l'image d'une chose physique qui ondule dans l'espace. D'accord. Cette fonction d'onde, c'est purement de l'information. Elle nous donne la probabilité de trouver le photon à un endroit précis si on décide de le mesurer. C'est un potentiel en quelque sorte. Exactement. Et dans la réalité, un photon émis par une source n'est pas une onde infinie. C'est plutôt un paquet d'ondes. Une vaguelette. Une vaguelette, voilà. Une impulsion localisée. L'enveloppe de cette vaguelette ressemble souvent à une courbe en cloche, mais si on zoome à l'intérieur, on retrouve bien ces oscillations, cette fameuse sinusoïde. Et j'imagine que la taille de cette vaguelette a des conséquences, si elle est très courte, très précise dans l'espace. Tout à fait. C'est une manifestation directe du principe d'incertitude d'Heisenberg. Plus l'impulsion du photon est brève, plus on connaît sa position. Mais moins on connaît son énergie. Exactement. Moins on connaît sa fréquence avec précision. On ne peut pas avoir une localisation parfaite et une fréquence parfaitement définie. D'accord. Mais alors, le point le plus important à clarifier, cette sinusoïde à l'intérieur du paquet, qu'est-ce qu'elle représente? Si ce n'est pas la trajectoire. Alors là, il faut faire attention à une erreur classique. La sinusoïde, ce n'est pas le chemin du photon. Le photon ne serpente pas comme ça. Il va tout droit. Dans le vide, il va tout droit. La sinusoïde décrit l'oscillation de son champ électrique, ou plus fondamentalement, elle est liée à sa probabilité de présence. C'est une vague de potentiel, pas une trajectoire. Bon, si c'est une vague de probabilité, la question logique c'est où est-ce qu'on a le plus de chances de le trouver? Au sommet de la vague, j'imagine. C'est l'intuition logique, mais la nature est plus subtile. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la règle de Born, une pierre angulaire de la physique quantique. D'accord. La probabilité de présence n'est pas directement la valeur de la fonction d'onde, mais le carré de son amplitude. Le carré. On prend la hauteur de la vague, positive ou négative, et on la met au carré. Et comme un carré est toujours positif, les parties négatives de la sinusoïde, les creux, deviennent positives. Attendez, ça c'est contre-intuitif. Je m'attendrais à ce que la probabilité soit nulle dans les creux. Vous dites que la chance de trouver le photon est maximale à la fois au sommet de la vague et tout en bas dans le creux. Exactement. Parce que dans les deux cas, c'est là que l'amplitude, l'écart par rapport à zéro, est la plus grande. Le résultat, c'est une série de bosses de probabilité. Et entre ces bosses, En revanche, au point où la sinusoïde croise l'axe du milieu, les nœuds, l'amplitude est nulle. 0 au carré, ça fait 0. donc là, probabilité nulle. Il ne peut pas y être. Strictement nul. C'est un endroit interdit pour le photon. Fascinant. Et si on a deux photons, deux fonctions d'onde qui se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on touche au cœur de la mécanique quantique, le phénomène d'interférence. Et la règle, c'est qu'on n'additionne pas les probabilités, on n'additionne pas les bosses, On additionne quoi alors? on additionne d'abord les ondes elles-mêmes, avec leurs creux et leurs crêtes. C'est le principe de superposition. Pour comprendre la phase, imaginez deux personnes qui poussent une balançoire. D'accord, je vois. Si elles poussent exactement en même temps, on dit qu'elles sont en phase. La balançoire monte très très haut. C'est l'interférence constructive. Et si une personne pousse pendant que l'autre tire? Voilà. Elles sont en opposition de phase. Leurs efforts s'annulent complètement et la balançoire ne bouge quasiment pas. C'est l'interférence destructive.
Et toute la physique qui suit repose là-dessus. Toute la physique qui va suivre jusqu'à l'ordinateur quantique repose sur le contrôle parfait de ce timing entre les ondes. Dans le compte constructif, si les crêtes des deux ondes coïncident, l'amplitude double. Mais comme la probabilité est le carré de l'amplitude, Elle est multipliée par 4, pas juste doublée. elle est multipliée par 4. C'est un effet énorme. On ne fait pas qu'additionner les chances, on les amplifie de manière spectaculaire. Donc un laser, c'est un peu comme des milliards de personnes qui poussent la même balançoire en parfaite synchronisation. C'est une excellente analogie. Dans un faisceau laser, des milliards de photons ont leur fonction d'onde parfaitement alignée et synchronisée. On dit qu'ils sont cohérents. Et ça crée cette intensité lumineuse colossale. De trouver le photon à un endroit, elle doit forcément diminuer ailleurs. L'énergie est simplement redistribuée. Cette redistribution d'énergie, ça me fait penser à l'expérience la plus célèbre de la physique, les fentes de Young. On y vient. On envoie de la lumière sur une paroi avec deux fentes et derrière, on voit des franges brillantes et sombres. C'est bien ce phénomène d'interférence qui est à l'œuvre. C'est l'exemple parfait. L'onde de chaque photon passe par les deux fentes en même temps. Elle se divise en deux. C'est ça. Et ces deux nouvelles ondes interfèrent ensuite l'une avec l'autre. Dans les zones brillantes, c'est l'interférence constructive. La lumière qui aurait dû aller dans les zones sombres y est redirigée. Et dans les zones sombres, l'interférence destructive. Elle s'annule. Exactement. L'énergie totale sur l'écran est la même, elle est juste réorganisée de façon très particulière. Mais alors, est-ce qu'on peut tricher, manipuler l'onde qui sort d'une des fentes pour qu'elle annule l'autre de manière contrôlée? Absolument, et c'est là que ça devient un outil incroyablement puissant. Si on retarde l'onde d'une des fentes d'exactement une demi-longueur d'onde, on crée un déphasage de 180 degrés. On inverse l'onde en quelque sorte. C'est ça, c'est comme demander à l'une des personnes qui pousse la balançoire de faire exactement l'inverse de l'autre. Résultat, à l'endroit où on attendait la frange la plus brillante, au centre, on obtient une interférence parfaitement destructive, le centre devient noir. Toute la figure d'interférence est inversée. Et ce n'est pas juste une expérience de pensée, ça a des applications réelles. Très concrète, c'est le principe des casques à réduction de bruit. Pro capte le bruit ambiant, un processeur l'analyse et génère une onde sonore identique mais déphasée de 180 degrés, une anti-onde. Le casque diffuse cet anti-bruit dans vos oreilles qui annule le bruit extérieur par interférence destructive. C'est fou de se dire que la même physique qui explique le comportement de la lumière est celle qui me permet d'ignorer les conversations de mon voisin dans le train. La physique quantique au service de la paix sociale. Exactement. Et en astronomie, on fait la même chose avec la lumière. La technique de la coronographie consiste à utiliser des masques de phase pour annuler la lumière éblouissante d'une étoile. Pour voir les exoplanètes à côté. Voilà, pour voir les planètes beaucoup plus faibles qui tournent autour. D'accord, pour 180 degrés. Mais que se passe-t-il si le déphasage est différent? Disons 90 degrés. On n'a ni annulation ni amplification parfaite. On obtient un décalage de la figure d'interférence. Mais pour la lumière elle-même, il se passe quelque chose d'encore plus intéressant. C'est-à-dire? Si on déphase de 90 degrés les deux composantes du champ électrique de la lumière, l'onde ne se contente plus d'osciller de haut en bas. Elle se met à tourner sur elle-même, comme un tire-bouchon. Elle tourne. Oui, c'est ce qu'on appelle la polarisation circulaire, et c'est la technologie qui est à la base du cinéma 3D. Ah, c'est pour ça. Oui, des filtres polarisants circulaires différents pour chaque œil permettent de séparer les deux images et de créer l'illusion de la profondeur. Cette idée de manipuler l'information, de la stocker même, en jouant avec des ondes et leurs phases, ça sonne incroyablement proche de ce qu'on entend sur l'informatique quantique. C'est vraiment ça le principe? On calcule avec des interférences? On y est, c'est exactement ça. Un ordinateur quantique, au fond, n'est rien d'autre qu'une gigantesque expérience d'interférence, mais contrôlée avec une précision diabolique. Et le qubit, l'unité de base. Le qubit utilise non seulement l'amplitude, le fait d'être 0 et 1 en même temps, la superposition, mais aussi et surtout la phase. Alors, concrètement, comment ça marche? Prenons l'algorithme le plus simple, celui de Deutsch. Imaginez qu'on a une machine à pièces. On veut savoir si elle est constante, c'est-à-dire qu'elle donne toujours le même côté, Pile-pile ou face-face? ou si elle est équilibrée, donc un côté plus l'autre, pile-face. L'ordinateur classique devrait mettre une pièce, noter le résultat, puis en mettre une deuxième, 2 opérations.
Exactement. L'ordinateur quantique, lui, va faire quelque chose de radicalement différent. Il prend son qubit, qui est à l'état 0 au départ. Ok, étape 1. Première étape, il le met en superposition. On utilise pour ça ce qu'on appelle une porte d'Adamar. C'est un peu comme un coup de pouce magique qui met la pièce en rotation parfaite sur la tranche. Elle est maintenant à la fois pile et face. Elle explore les deux possibilités en même temps. Voilà. Deuxième étape, on envoie cette pièce qui tourne dans notre machine à tester, la boîte noire. La machine va interagir avec le qubit, mais sans arrêter sa rotation. D'accord? Elle va juste lui donner une minuscule pichenette, un décalage de phase qui dépend de la nature de la machine. L'information constante ou équilibrée est maintenant encodée dans la phase, dans la manière dont la pièce tourne. Donc le calcul est fait, mais la réponse est cachée dans la rotation. Comment on la lit? Troisième étape, la lecture par interférence. On fait passer le qubit par une deuxième porte d'Adamar. Cette porte va recombiner les deux états, les deux chemins pile et face, qu'il explorait. Et c'est là que la magie opère. C'est ça. En fonction de la pichenette de phase reçue à l'étape d'avant, les ondes vont interférer soit de manière constructive pour un résultat, soit de manière destructive. Toutes les mauvaises possibilités s'annulent. Et la quatrième étape, c'est la mesure. On regarde comment la pièce est tombée. C'est ça. On mesure. Et grâce à ce jeu d'interférences, la probabilité de la trouver dans l'état qui correspond à la bonne réponse, constante ou équilibrée, est de 100%. On a obtenu la réponse en une seule opération. Au lieu de deux, c'est incroyable. C'est le principe. Donc au lieu de tester les options une par une, il les a toutes testées en même temps et a utilisé les interférences pour ne garder que la bonne réponse. Et j'imagine que si on ajoute des qubits, la puissance explose. Elle explose de manière exponentielle. Chaque qubit ajouté double le nombre de chemins explorés simultanément. Avec environ 300 qubits en parfaite superposition, on pourrait explorer plus de possibilités. Qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable? C'est une phrase qu'on entend souvent et elle est vertigineuse. C'est une puissance de calcul parallèle qui dépasse l'entendement. Ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est quoi le piège? Pourquoi on n'a pas tous un ordinateur quantique sur notre bureau? Le piège, le défi majeur, c'est la décohérence. Ce système de qubits en superposition est d'une fragilité extrême. La moindre interaction avec l'environnement, une vibration, une variation de température, un champ magnétique parasite, agit comme une mesure non désirée. Ça casse tout le système. C'est comme si une brise venait perturber notre pièce tour qui tourne sur la tranche. Elle s'effondre dans un état aléatoire, 0 ou 1, et le calcul est ruiné. D'où la nécessité de ces installations gigantesques. C'est pour ça que ces machines sont des monstres d'ingénierie, isolées dans des cryostats, refroidies à des températures proches du zéro absolu, plus froides que le vide intersidéral. On partait d'une simple sinusoïde pour arriver à ça. Mais pour finir, il y a une idée encore plus vertigineuse dans nos sources. Je vois où vous voulez en venir. Le résultat d'un calcul quantique, c'est une matérialisation. On passe d'une onde de probabilité à une particule mesurée, unique, qui a perdu sa cohérence. Cet effondrement ne ressemble-t-il pas étrangement à ce qui a pu se passer au tout début de l'univers, au Big Bang? C'est une analogie puissante qui mène à l'hypothèse de l'univers calculateur. L'idée est que l'univers primordial, avant le Big Bang, aurait pu être un état de superposition quantique parfaite. Tout en potentiel. Un système d'une cohérence absolue, contenant en potentiel toutes les possibilités. L'expansion fulgurante de l'univers, l'inflation, aurait provoqué une décohérence cosmologique massive. L'univers se serait auto-observé? En quelque sorte, en interagissant avec lui-même à une échelle gigantesque, il aurait effondré les fonctions d'onde pour fixer les lois de la physique et la position de la matière telle que nous la connaissons. C'est une idée absolument vertigineuse. Le fait que notre univers n'était pas une certitude, mais juste le résultat le plus probable d'un calcul cosmique. Donc, dans cette vision, nous serions les franges d'interférence qui ont survécu à ce processus. C'est une belle façon de le dire. Nous serions dans les zones où l'interférence a été constructive, permettant à la matière de s'agglomérer, de former des galaxies, des étoiles et finalement la vie. Et chaque interaction depuis serait? Pourrait être vue comme une opération logique élémentaire. L'univers calculerait sa propre évolution à chaque instant. Ça laisse une question en suspens, celle de l'observateur. L'univers s'est-il simplement observé lui-même?
C'est une possibilité. L'autre, encore plus troublante, a été suggérée par le physicien John Wheeler avec son concept It from Bit. L'existence matérielle qui provient de l'information? N'est qu'en étant observé par des êtres conscients comme nous que l'univers acquiert une réalité tangible, Nous ne serions pas de simples spectateurs. mais des participants nécessaires à sa création. La pensée à méditer est donc la suivante. Si notre réalité est le résultat d'un calcul dont l'univers est l'ordinateur, quelle était la question qui a été posée au départ? Et si le fait même que nous soyons là à pouvoir nous poser cette question était déjà un élément de la réponse?